Nous, en territoire, sommes très heureux de vous accueillir ici. Je pense qu'un repas congolais à l'auberge savoyarde dans le Livre de Forêt, ça ne s'invente pas quand même. Voilà. Alors, Fan, vous êtes né au Congo en 1992. Exact. On avait envie de parler de votre côté artiste à multiples facettes, parce que ça nous paraît quand même très intéressant et très atypique. Vous donnez dans la poésie, dans le théâtre, dans le slam, dans l'écriture. Vous avez de nombreux talents qu'on va avoir le plaisir d'évoquer ensemble ce soir. Et on va aussi parler, donc, outre votre parcours artistique, surtout de votre premier ouvrage, Cave 72, lequel a remporté le prix Voix d'Afrique 2021 et qui vient tout juste d'être édité. Voilà, donc on aura l'occasion d'échanger tout au long de cette soirée sur votre cheminement artistique, mais avant tout, je vais laisser à Léa de la librairie le soin de présenter votre livre Cave 72. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis. Alors, dans une langue savoureuse, c'est une tragédie qui se joue. Le destin est scellé en 6 actes, ou en 6 jours. 4 amis vont se retrouver au cœur d'une affaire qui prend les couleurs d'un complot politique. Nous voilà donc spectateurs. 6 actes, donc un décor, Brazzaville et ses quartiers, Pokopoko, Peka, Cataract, Wenge, et plus particulièrement Cave 72. Évidemment des personnages, une foule de personnages. Du chef de l'État, le guide providentiel, jusqu'à Guégué, petit maniganceur. Nous les croisons plus ou moins longtemps, parce que tous ils jouent un rôle dans le cours des événements. Et bien sûr, parmi ces personnages, nous avons nos 4 héros superbes. Didi, le bon élève rompu au plaisir de la chair, Ferdinand, le philosophe devant l'éternel, Verdas, qui ne vit que pour le théâtre, et Stéphane, l'incompris, qui a pour particularité d'être le grand absent de cette histoire. Ces 4 amis, dandys magnifiques, sans le sou, sa breuve de bière, ce sont de jeunes Brazzavillois à la vie plus ou moins chaotique. Ils sont hautement lettrés, intelligents, et se caractérisent par leur rébellion contre l'autorité et par leur très très bel ego. Voilà. Je voulais à ce sujet vous lire un passage qui les présente, ou du moins leur amitié, parce que c'est ce qui les caractérise, c'est leur amitié indéfectible. En remontant le fleuve de l'histoire, en explorant le cours ondoyant de leur fraternité, on situerait l'origine perdue de la rencontre de Verdas, Ferdinand, Didi et Stéphane vers la 4e réélection du guide providentiel. Ils entretenaient une amitié qui s'inscrivait en dehors des vérités des hommes, une amitié s'accrochant au temps. Une amitié bravant l'égoïsme, l'ingratitude, la mésentente, la traîtrise et d'autres tourmentes. Ils se nourrissaient mutuellement de l'affection qu'un frère doit à un autre frère. Ils formaient un groupuscule de spécimens vivants, dotés d'une singularité ayant de quoi attiser la curiosité. Leur vision du monde. Le conformisme est le pire ennemi de l'humanité, clamaient-ils tout haut. Voilà pour les personnages, haut en couleur. Et leur amitié vient aussi du fait qu'ils n'ont peut-être pas de reconnaissance de leur géniteur. Alors ils se sont trouvés une maman. Et cette maman, c'est Maman Nationale, la tenancière du bar, Cave 72, qui est un débit de boisson, situé sur l'avenue Asia. L'avenue Asia est située sur la rive Pandore, où tous les bars, toutes les caves sont installées, qui ont toutes des noms qui tiennent de la numérologie, c'est ça ? Exact. Exact. Le bar 100-1, le bar 99, bar LAN 4. Et qui fait face à la rive Sainte, qui, elle, voit l'enfilade de toutes les églises. Exact. Avec le ministère de la vraie foi, le ministère de tous les ministères de la vraie foi chrétienne et autres et des miracles. Voilà. Cette Maman Nationale les aime tous les 4 et elle aime de manière générale tous ceux qui ont le bon goût de préférer sa bière chaude à celle des autres caves et de savoir se faire plaisir. C'est le palais de l'hédonisme. Et puis il y a évidemment, comme dans toute bonne pièce, l'intrigue. Elle se dévoile dès le premier jour, le jour du commencement, dans un bureau entre le directeur de la sécurité territoriale et son chef, le directeur de la sécurité nationale. Le pays est bien trop calme. Le guide providentiel est surpris qu'aucune petite rébellion ne lui permette d'asseoir son pouvoir, d'affirmer son autorité. Peut-être faudrait-il chercher mieux.
Peut-être faudrait-il trouver quelqu'un, peut-être faudrait-il voir du côté de la jeunesse, du côté de CAF 72, si ce groupuscule de 4 amis qui a formé son propre parti, PAP, Pouvoir au Peuple, n'essaye pas de s'aimer un peu de rébellion dans l'air. La graine est plantée et les événements vont s'imbriquer. Seules les motivations des hommes qui ont tiré les ficelles sont encore troubles. Alors, dans toute cette scène, Brazzaville est comme un décor, CAF 72 est comme un décor, et votre texte s'apparente beaucoup au théâtre. Il y a cet aspect de tragédie, ces 6 actes, et nous nous posions la question de savoir quel est le rapport pour vous entre le roman et le théâtre, ou pourquoi avoir choisi le roman peut-être plutôt que le théâtre. Est-ce que c'est bien voulu que ça ressemble à une scène? Alors, le lien, c'est que en écrivant ce roman, j'avais besoin de précision. Non seulement de précision, mais aussi parce que je voulais bien apporter une certaine forme dans l'écriture même de ce roman. Le fond peut être intéressant, mais qu'est-ce qui pourrait, moi, me distinguer d'autres bons auteurs? Alors, c'est la forme. Et du coup, j'ai voulu m'amuser un peu avec une sorte de symbole biblique, et surtout de la Genèse, qui consiste à créer le monde en 6 jours, et le 7e jour, on dit que Dieu s'est reposé. Et je me suis amusé je me suis dit que ça serait intéressant de présenter cette intrigue-là en 6 jours, et chaque jour, en fait, constituerait un acte ou encore un chapitre. Et le travail le plus dur a été justement d'étaler toute cette intrigue-là en 6 chapitres. Ça a été surtout le plus dur. Et donc, le plus dur et le plus amusant, parce que toutes les fois que je réussissais, c'était une victoire pour moi, et je jubilais. Je me disais, bon, voilà, au moins un chapitre de fait, on passe au 2e jour, et ainsi de suite. Et effectivement, quand je suis arrivé au 7e chapitre, je me suis dit, enfin, je peux me reposer. On est plutôt du côté de la création divine, en fait. Bah oui. Mais on considère déjà les romanciers, les écrivains ou d'autres artistes comme étant des créateurs. Donc, oui, donc à un moment, on se plaît quelquefois à singer Dieu un tout petit peu. Et d'autant plus que je crois que c'est Jérôme Ferrari qui dit un jour que les démiurges soit se laissent trahir par leur création, soit détruisent leur création. Bon, je ne sais pas si je détruirai un jour CAF 72, ça je ne le sais pas, mais au moins j'avais retenu ce passage-là parce qu'en filigrane, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que les artistes sont des créateurs et les artistes souvent se laissent dépasser par leurs œuvres ou encore ils détruisent leurs œuvres, quoi. Et oui, il y a cette notion de divinité aussi, parce que écrire, c'est quand même sacré. Avoir de l'inspiration, c'est sacré, d'autant plus qu'il y a un mystère qui plane autour. On ne sait pas d'où vient l'inspiration. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Aucun scientifique nous dirait exactement d'où vient l'inspiration. Oui, de là, mais... oui, on le situe là, mais où exactement? Voilà. Où exactement? Et encore, on parlerait moins de ce processus-là aussi d'inspiration. Mais donc... oui, il y a une notion de divinité. Et donc, pour revenir un peu sur le rapport avec le théâtre, donc je parlais de précision, donc la précision dans mon amusement, dans la blague, et aussi la précision dans la construction, parce que le détail me plaît beaucoup. Je suis vraiment porté sur le détail. Et chaque chose, en tout cas, tout ce qui doit intervenir dans mon processus de création, passe, comme qui dirait, d'abord par un examen. Donc j'examine tout, je me dis est-ce que ça va passer, et quand je trouve que non, ça va créer une absence de cohérence ou de sens à ce moment, ce que je fais, c'est que j'élimine. Et donc quand j'ai pensé à construire cette œuvre en m'appuyant un peu, en m'inspirant un peu de la présentation dramaturgique, je me suis dit que ça serait intéressant, et ceux qui comprendraient aussi
le petit coucou à la genèse de la Bible, certainement se sentirait heureux qu'il y ait un chrétien qui écrive quelque chose d'intéressant et qui, comme ça, fasse aussi un petit coucou à cette religion-là. Oui, donc on a noté le lien avec le théâtre et on s'est aussi permis de faire le rapprochement avec vos activités en parallèle de l'écriture et puis vos autres activités, parce que vous avez un lien avec le théâtre, avec le slam, etc. Vous faites partie d'une association, le Stylo Oblique. Est-ce que vous voulez bien un petit peu nous décrire l'activité de votre association et ce qu'elle fait? Alors, le Stylo Oblique est une association qui a pour but de vulgariser le slam, et ce, donc, par les scènes ouvertes et aussi par l'animation des ateliers. Donc, on investit les écoles, on anime des ateliers, et aussi, bon, ça c'est ce qu'on dit ouvertement, officiellement, mais dans le fond, ce que nous faisons, c'est également d'initier les enfants à la prise de parole en public, et aussi de leur rappeler par le slam, bien sûr, leurs droits en tant qu'enfant, leurs droits en tant qu'humain, et aussi la nécessité d'un engagement communautaire. Et nous, on s'appuie vraiment là-dessus, parce qu'on se dit que nous, en tant que génération, quand je dis nous, donc ceux du Congo-Brazzaville, bien sûr, en tant que génération, déjà on nous appelle la génération sacrifiée, et on accepte cela, parce que le sacrifice en soi n'est pas toujours mauvais, puisqu'il permet de faire du bien aux autres. Et donc nous, on a accepté cela, d'être une génération sacrifiée, qui permettrait, ou qui garantirait les beaux jours des générations suivantes. Et donc, on s'arrange à travailler avec les plus jeunes que nous, parce qu'on considère qu'eux au moins ne sont pas corrompus. Donc avec eux, on peut infuser en fait dans leur esprit cette notion d'humanité ou d'humanisme. Et voilà, donc en gros, voilà un peu nos motivations. D'accord. Elle a vu le jour dans quel contexte, cette association? Elle a une histoire particulière? Particulière, je ne sais pas, mais je pense que chaque naissance est assez particulière. Mais d'autant plus que bon, c'est grâce à l'Institut français, bon, à l'époque ça s'appelait Centre culturel français de Pointe-Noire. Donc c'est grâce à cette institution-là que le slam est arrivé au Congo. Je précise le Congo-Brazzaville. Et c'est grâce à cette institution que le Stylo Oblique a pris naissance en fait. Il y a un directeur qui avait décidé de faire venir un slameur lillois à Pointe-Noire. Et ce slameur avait animé des ateliers d'écriture pendant 7 jours, comme quoi le chiffre 7 revient tout le temps. Donc pendant 7 jours, et à l'issue, bon, lui ne s'était pas reposé le 7e jour, mais plutôt le 8e jour, il avait créé cette association. Et il nous avait donné ce nom, Stylo Oblique. Et nous, depuis 2007, donc nous nous amusons et nous nous plaisons également à s'arranger, à faire vivre cette association, malgré les vents et tempêtes que nous connaissons, les coups durs. Mais on s'arrange à faire vivre cette association, à rester fidèle à notre credo. D'accord, donc par amour de la jeunesse, l'envie de partager le plaisir des mots également. Et ce qui m'amène à la question de l'oralité, qui est quand même très présente dans votre parcours, entre slam, poésie, théâtre et finalement l'écriture. Et est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le fait de déclamer, d'oraliser les choses qui vous a mené ensuite au passage à l'écrit? Alors déjà, je dois préciser que dans notre culture, nous sommes très portés sur l'oralité. Oui. Donc on a ce qu'on appelle, nous, une littérature très orale, en fait. Parce que raconter des histoires, ça nous connaît. Ça nous connaît énormément. Et donc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien, et seulement qui n'ont pas d'occasion. Quand je dis beaucoup de gens, donc on reste dans le contexte congolais, il y a beaucoup de Congolais qui aimeraient bien raconter des histoires, simplement qui n'ont pas cette occasion-là. Ou quelquefois ils ont ces occasions, mais n'ont pas la chance de tomber sur des publics beaucoup plus divers, beaucoup plus variés. Moi encore, j'ai cette chance, je dis merci. Et donc, déjà, l'oralité, on l'a dans le sang. L'envie de raconter des histoires, on l'a dans le sang.
Et aussi quand le destin fait de sorte que je rencontre le slam et donc la poésie, et je me dis moi que ça a été... en fait, d'une certaine manière, c'était écrit dans les étoiles, quoi. J'étais d'une certaine manière amené déjà, et non seulement à écrire des textes de poésie, mais aussi à mettre mes histoires sur écrit et à les présenter à un public universel, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas tant, j'ai envie de dire, ce caractère naturel, en fait, de l'oralité qui m'a poussé à écrire, mais c'est surtout la lecture en soi d'abord, parce que j'ai eu la veine de tomber sur un grand auteur, Gustave Flaubert. J'avais 17 ans. Comme tous les adolescents, je m'ennuyais souvent. Et donc, un jour, bon, je dois préciser aussi que dans ma chambre, il y avait une commode, donc j'avais déjà passé 2 ans dans cette chambre-là, donc ça faisait 2 ans que j'étais locataire de cette chambre-là. Et pendant 2 ans, je partageais ma vie en fait. Donc je partageais mes nuits, mes réveils, mes moments de solitude avec une commode qui était juste en face de mon lit. Donc quand je me réveillais, je tombais tout de suite sur cette commode. C'est pas ce qu'elle avait, ce qu'elle en tout cas, j'ignorais son contenu. Et puis un jour, conduit par l'ennui et la flemme surtout, je décide donc comme ça d'ouvrir l'un des tiroirs de cette commode. Alors je tombe sur quoi? Sur un gisement de livres. Et c'était des livres volumineux, des livres de 600 pages, 400 pages, des livres hyper intimidants. Et je me dis, ben, vous m'aurez pas. Je fouille un peu dans le tas, je tombe sur un petit bouquin comme ça. Je me dis, bon, toi, je peux te lire en 3 heures, ça va aller. Alors, sur ce petit bouquin, il y avait écrit 3 contes. Et tout juste en haut, Gustave Flaubert. Je me dis, bon, ok, son nom ne me dit pas grand-chose, mais bon. Je commence à lire. Bon, je dois préciser que c'est un recueil de nouvelles. Donc il y a 3 nouvelles dans les 3 contes, comme le dit le titre d'ailleurs. La première nouvelle s'appelle Un cœur simple, qui a été adaptée au cinéma. Je lis Un cœur simple, et là tout de suite, le style de Flaubert me touche. Pourtant, c'était la toute première œuvre littéraire en fait que je lisais. Donc je n'avais pas de réel lien à l'écriture en fait. Je ne savais même pas c'est quoi écrire correctement, c'est quoi bien écrire, c'est quoi avoir un talent d'écriture, j'ignorais tout ça. Mais seulement en lisant Un cœur simple, j'ai eu une réaction tout de suite, et ça a été de dire, ça c'est ce qu'on appelle écrire. Je passe à la deuxième nouvelle, la troisième nouvelle, je ferme le recueil, je me dis, ben, je vais chercher encore d'autres œuvres de cet auteur-là. J'avais cherché, je n'avais pas trouvé. J'avais quand même lu encore pas mal d'autres œuvres, mais qui ne me plaisaient pas. Et donc je raconte à mes amis, je leur dis, ben, je suis tombé sur un auteur très fort, je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Comment il s'appelle? Je dis Gustave Flaubert. Ah mais laisse tomber, Gustave Flaubert, il est connu, il n'y a que toi qui l'as connu à Bélier. Et là j'étais totalement étonné. Je me suis dit, mais mon ignorance doit être corrigée en fait. Et ils m'ont parlé de plusieurs de ses œuvres, ils m'ont parlé de Madame Bovary, ils m'ont parlé de Salombo, voilà, de Bovary-Pécuchet et tout ça. Donc, l'un d'eux avait Madame Bovary, il m'a prêté Madame Bovary, j'ai lu Madame Bovary et là, j'avais été totalement conquis, séduit. Et je m'étais dit, ben, désormais, je ferai de lui mon auteur préféré. J'ai fait des recherches sur lui. Après, je suis tombé sur cette correspondance avec George Sand. Et à un moment, il y a une correspondance d'eux qui m'avait vraiment touché. George Sand lui avait demandé pourquoi est-ce qu'il pleurait tout le temps dans ses œuvres. Et lui, il répond à George Sand, en substance, il dit qu'il ne peut que mettre dans ses œuvres ce qu'il est, qu'il ne peut pas mentir. Parce qu'il ressent le devoir de se donner, donc de donner et de se donner comme il est, d'être vrai. Et ça m'avait touché. Et donc, en lisant beaucoup Flaubert et en lisant aussi pas mal d'autres œuvres, j'ai éprouvé l'envie d'écrire également. Mais je ne savais pas comment écrire, parce que pour moi, écrire un roman, un écrivain, c'était quelqu'un de sacré, quoi. On ne pouvait pas être un écrivain juste comme ça. Pour moi, un écrivain, c'était quelqu'un de sacré. Et du coup, je portais quand même en moi cette envie d'écrire. Et quand je tombe donc sur le slam,
et grâce à un slammer qu'on appelle Gilles Douta, qui avait déclamé un texte sur la main. Je m'étais dit, en fait, ça c'est la forme artistique qui va me permettre d'écrire. J'ai commencé donc par là, par écrire des bouts de texte, de poésie, de slam. À un moment, c'est une forme qui ne suffit plus, on passe à autre chose, sans toutefois arrêter d'écrire du slam. On essaie de passer à autre chose, on passe à la nouvelle, on s'exerce à la nouvelle, et là on me fait comprendre, on me met face à une réalité, la réalité de l'édition. On me fait comprendre qu'il est très difficile de faire éditer des nouvelles. Je me dis, bah, c'est pas grave. J'écris quand même. J'en ai écrit 10, des nouvelles. Et au bout d'un moment, même la nouvelle ne suffisait plus et je suis passé au roman. Et donc, le tout premier roman que j'ai écrit, justement, a remporté ce prix-là. Et je me dis que c'est parce que j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un parcours... D'avoir une commode au secret inconnu. Bah oui, j'ai une commode, il y a un peu de ça. Mais aussi un parcours, j'ai pas envie de dire atypique, mais un parcours assez singulier quand même. Assez singulier. Donc pour moi, partir de slam, arriver au roman, ça a été crescendo en fait. Ça a été crescendo, d'autant plus que il y a plus d'exigences dans le roman que dans le slam. Et non seulement il y a plus d'exigences dans le roman, mais le roman nous offre aussi cette possibilité. En fait, le roman nous offre une ouverture beaucoup plus grande. Dans le roman, on peut trouver de la chanson, on peut trouver du théâtre, on peut trouver des fables, on peut trouver du conte, on peut trouver de tout, de la réflexion, et on peut vraiment trouver de tout dans le roman. Et je pense que c'est d'une certaine manière aussi cette possibilité-là, cette vision qui m'a conduit à facilement tomber dans le roman. D'accord. C'est intéressant ce que vous nous disiez justement sur la façon dont vous perceviez l'écrivain au moment de votre première rencontre avec la lecture et avec l'écriture du coup. Et Léa justement avait une question par rapport à votre vision des choses à ce niveau-là. Oui, justement sur la place de l'écrivain, on s'est demandé comment être écrivain comme dans un pays où, comme le dit un de vos personnages, nous sommes 4 millions d'habitants dont la moitié sont des écrivains. Et ces 4 héros du livre passent tout leur temps à citer des textes, à en lire. De Thomas Mann à Nietzsche à Maya Angelou, ils ont toujours une phrase d'un auteur. Et la présence des écrivains, enfin, il y a une omniprésence des écrivains dans votre livre. Et on se demandait si c'était l'écrivain devient un ami avec qui on discute. Il est toujours présent, on peut toujours tirer de sa poche un ami qui serait donc, peut-être comme vous l'avez dit, Flaubert, ou là c'en est d'autres, ou Peggy, ou Dongala, ils sont toujours tous là, et on se demandait si l'écrivain, pour vous, c'était plutôt un ami, un témoin, parce que dans le livre, il y aura aussi un personnage qui sera le témoin de toute cette affaire, ou bien est-ce que c'est celui qui divertit ? L'écrivain a la particularité d'être tout ça à la fois. Donc d'être à la fois le témoin, d'être à la fois l'ami, d'être à la fois... il a vraiment cette particularité-là, donc de divertir également, de conseiller, de susciter des interrogations, d'être le professeur aussi, quelquefois, ou peut-être même l'accusateur, le dénonciateur. Donc en étant écrivain, on porte en soi plusieurs casquettes, en fait. Mais... je pense que ça dépend quand même aussi de l'individu. S'il faut parler de moi, parce que j'aime beaucoup parler de moi, parce que je suis la personne que je connais le mieux. Et, par contre, la relation que j'ai avec les écrivains, que j'ai connus ou que je ne connais pas, est surtout une relation assez pédagogique, en fait. Dans le sens où j'apprends de tous les bouquins que je lis, j'apprends de tous les écrivains. Médiocres ou talentueux, j'apprends quand même. Et c'est ce que disent vos personnages. C'est là qu'on apprendra tout. Exact. On a besoin que de nos livres pour... Voilà. Oui, on a besoin que de nos livres pour apprendre. Bon, ça c'est une réflexion dans mes personnages. Ce n'est pas ma réflexion, autant marquer quand même la nuance. Mais effectivement, donc,
Et moi, c'est une relation qui me plaît beaucoup, parce que, comme dit Kundera, lorsqu'on on essaye d'interpréter une œuvre, on ne doit pas chercher à trouver un parti pris, mais plutôt des interrogations. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, et j'avais déjà cette démarche-là avant même de lire cette phrase de Kundera. Donc, pour moi, un auteur ou un écrivain, c'est surtout celui qui me permet, qui m'offre en fait une autre vision du monde, qui ne répond pas tout de suite à mes questions, mais qui me donne des pistes pour trouver des réponses, et qui en même temps me fait comprendre que ces réponses-là ne constituent pas la vérité, mais plutôt une des vérités en fait, possibles. Et c'est pourquoi d'ailleurs je respecte tous les écrivains, et c'est pourquoi je m'attache beaucoup aux lectures qui m'ont plu, parce que quand je lis, je fais un peu le fou, dans le sens où j'ai tendance à discuter quelquefois avec les personnages de l'œuvre, ou quand il s'agit des essais, je discute avec l'auteur, ou quelquefois je dis non, non, ce que tu dis n'est pas sérieux, je suis totalement en désaccord avec ce que tu dis, et je prends note en fait, je prends note. Et pour moi, ça... Donc non seulement ça me divertit, mais aussi ça m'instruit, et ça me permet également de ne pas sombrer dans l'ennui. Oui, donc c'est un dialogue constant, en fait. Exact. C'est une pensée toujours en mouvement, et ça permet de dialoguer. Oui, exact. Et ça me permet aussi d'être dans un renouvellement perpétuel. Parce que avoir une pensée figée, c'est bien encore, mais il faudrait encore trouver tout le temps des arguments neufs pour les expliquer. Tu voulais... Parce que, du coup, je pense qu'on voulait vous poser la question de votre première rencontre avec un auteur, mais en fait, vous l'avez déjà révélé. J'ai anticipé. Et vous voulez parler peut-être de la forme que vous avez choisie, parce que toute cette intrigue, c'est donc ce complot politique, mais on est du côté de la dénonciation, mais on est du côté de la farce, toujours. Et d'ailleurs, il y a les deux phrases en exergue de votre livre, dont une qui dit en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Voilà. Et ça donne bien le goût de tout ce qui va venir, c'est que tout est tragique, même l'arrière-fond politique, qui est la guerre civile qui est toute proche, le présent de la jeunesse brazzavilleoise. Mais ce que vous avez choisi, c'est la forme de la satire, de présenter le pouvoir d'une manière grotesque. Alors, pourquoi cette forme-là, qui est du côté du burlesque, des scènes très drôles, plutôt que je sais pas, que la colère ou que... Parce que en fait, la désopulence est un état qui me plaît beaucoup. J'aime... Au moins, quand on passe par le rire, on peut, comme qui dirait, faire avaler la pilule amère. Et aussi parce que, bon, dans ce contexte-là, le rire me protège. Donc au cas où on m'attaquerait chez moi, je dirais, mais c'était pour rire, c'était une blague. Non mais pour être sérieux, je trouve que c'est un sentiment très important. Quand j'écrivais, je n'écrivais pas que pour moi. C'est vrai que je prenais plaisir à écrire. C'était d'une certaine manière pour satisfaire à un certain besoin, à une certaine obligation. Mais aussi, j'écrivais en pensant à mes lecteurs. Et moi, en me mettant à la place de mes lecteurs, je me disais que moi, je détesterais un livre qui parlerait d'un sujet grave, mais sur un ton grave. Moi, ça m'ennuierait. Et du coup, comment ne pas ennuyer mes lecteurs? C'est en y apportant du rire. Comment réussir à faire de sorte que mes lecteurs prennent plaisir à tourner les pages sans cesse, sans cesse, sans cesse? Et c'est en semant du rire à tout moment. Et du coup, pour moi, c'est un sentiment très important. Mais aussi parce que je savais qu'en écrivant ce texte, donc ce roman, il y a mes compatriotes qui liraient cette histoire-là. Et comment leur parler
de leur traumatisme sans les traumatiser encore plus. C'est par le en fait, qui permet justement à tous ceux qui ont vécu ce drame de 97, parce que, autant le dire, le traumatisme jusqu'aujourd'hui est présent. Le traumatisme est présent. Et c'est de là d'ailleurs que vient la force de ce peuple congolais qui réussit à trouver la joie de vivre, mais tout en restant dans une sorte de déni, en refusant en fait ce traumatisme qui est pourtant présent. Et donc, comment leur parler? Comment les toucher? C'est par le rire. Du coup, pour moi, ça a été très important. Oui, d'ailleurs, quand vous évoquez l'histoire de votre pays, il y a un passage qui a résonné en nous et qui en dit très long. L'histoire du Congo pour les nuls, c'est ça? Non, c'est pas celle-là. Celui-là aussi. Non, si vous me permettez, je vais lire le passage en question. Donc c'est au tout démarrage du livre. Mon fils, quand le pouvoir est au prix d'une effusion de sang, son entretien coûte la peur d'un peuple. Il faut reconnaître qu'en matière d'entretien, d'hégémonie, le guide a du talent. Dès lors, mon fils, au retentissement d'un premier coup de feu, les Congolais se mettent aux aguets. Au second coup de feu, ils font leur valise. Au troisième, ils se conditionnent mentalement à un exode. Au quatrième, ils prennent le chemin des forêts, car tous les adultes affirmeront que dans ce pays, la guerre se déclare au quatrième coup de feu. Donc là, c'est vrai qu'on est en plein dedans, en fait. Et on voit que c'est toujours latent et que c'est toujours quelque chose dont il faut parler. Mais c'est intéressant justement de l'avoir tourné, pas du côté de la dérision, mais de voir toujours le verre plutôt à moitié plein. Et on avait envie de vous demander un petit peu, vous, quel est du coup le message que vous aviez envie d'adresser à la jeunesse, et puis quel accueil elle a fait de votre roman aussi. Bon, malheureusement, le roman n'est pas encore arrivé au pays. Pourtant, il est déjà présent dans certains pays d'Afrique, au Sénégal notamment. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas encore arrivé. Mais après, il y aura une édition dite africaine, puisqu'il y aura une coédition. Voilà, c'est le principe. Voilà. Donc il y aura une maison d'édition locale qui va coéditer ce livre. Donc c'est ce qui permettrait que ce livre soit vendu moins cher au pays. Donc environ peut-être en tout cas à moins de 10 euros. Voilà. Donc certainement à moins de 10 euros. Et donc, il y a Nadine Gordimer qui disait, c'est ça écrire, élargir un champ de vision en agissant sur la perception même des choses. Et j'ai vraiment voulu agir sur la perception des choses. Comment? En présentant le Congo dans son aspect le plus jovial. Parce qu'il y a un côté du Congo où justement il y a il y a la dictature, il y a des arrestations arbitraires, il y a des détournements de fonds, tout ce qu'on peut connaître de néfaste. Mais d'un autre côté, il y a une jeunesse qui est pleine de vie, qui est pleine d'espoir. Une jeunesse qui vit. Comme dirait Sony, j'avais envie de montrer le côté du Congo où il se passe réellement quelque chose. Et justement, il se passe quelque chose du côté des jeunes. Parce que le Congo ou encore l'Afrique, ce n'est pas que la faim, ce n'est pas que la guerre. Non, c'est aussi une jeunesse qui se promet des choses. Une jeunesse qui se promet un avenir glorieux. Une jeunesse qui se promet... qui en fait se partage tout le temps un espoir, une jeunesse qui fait fi de toutes les atrocités qu'elle connaît, qu'elle subit. C'est une jeunesse qui grandit, qui est forte, qui est courageuse, qui a une force de résilience mais incroyable, qui sait conjuguer le verbe vivre en fait, et aussi qui connaît très bien c'est quoi être heureux malgré tout. Donc j'avais envie de montrer également cet aspect-là, qu'on connaisse l'Afrique dans son aspect positif, qu'on connaisse le Congo dans son aspect jovial, et donc aussi faire un peu de pub pour le pays. Donc j'espère qu'un jour vous ferez un tour à Brazzaville.
Oui, c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'on voit une jeunesse pleine d'espoir et en fait, la forme de votre récit, elle permet aussi de relativiser tout le contexte tragique qui se déroule en fond, parce que on voit ben, oui, effectivement, ils ont peu de perspectives. D'ailleurs, j'aimerais bien lire un petit extrait sur la vision qu'ont les protagonistes de l'université, de l'enseignement, etc. J'y viendrai juste après. Mais en fait, tout est relativisé. Finalement, oui, ok, il y en a tout ça, mais on peut tout relativiser et c'est ce côté jovial qui prime. Oui, c'est vrai que c'est ce côté jovial qui prime, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, que l'important est de susciter des interrogations. Et donc, faire interroger la jeunesse, en fait, sur une question qui, pour moi, est très essentielle. C'est quoi la réussite? Réussir, est-ce que c'est avoir un gros salaire régulier? Est-ce que c'est se retrouver derrière un bureau avec une cravate, une veste et tout ça? Est-ce que c'est faire ce qu'on aime dans la vie? C'est ça, en fait. Mais je ne donne pas de réponse. Je suscite quand même cette interrogation-là. Et par là, je pense que je montre aussi à cette jeunesse que les perspectives sont beaucoup plus grandes. Il y a des illettrés qui, au Congo, sont millionnaires. Donc ils ne sont jamais passés par le banc de l'école, et pourtant ils brassent des millions. Donc comme pour dire que c'est pas pour conseiller aux gens d'abandonner l'école, pas du tout. Mais comme pour dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de longues études qu'on doit se considérer comme étant un damné de la société. Non, pas du tout. On peut très bien devenir un exemple sans avoir connu le banc de l'école. Donc c'est comme pour montrer aussi que la réussite en fait est une voie. Et en fait, il y a plusieurs perspectives de réussite, tout simplement. Il y a plusieurs perspectives de réussite. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ce que prônent vos protagonistes, c'est-à-dire qu'eux, ils sont sortis du système et ils en sont fiers, ils portent ça haut et fort. On voit que tous les quatre, ils ont, comme vous le dites, cassé le stylo, c'est-à-dire qu'ils ont mis un terme à leurs études parce qu'en fait, ils ne croient plus au système. Et les explications qu'ils apportent aux gens qui les interrogent, c'est, je cite, « Parce que l'administration de l'Université nationale est un vrai bordel organisé avec brio, parce que le corps enseignant est d'une éthique plus que douteuse, parce que les méthodes pédagogiques sont telles qu'on y forge plus d'abrutis que d'élites, parce que nous refusons catégoriquement d'épauler la compétence des administrateurs de l'Université nationale, parce que les docs contribuent à la régression de l'intelligence des étudiants, parce que ce pays ne mérite pas notre intelligence, parce que de toutes les manières, nous n'aurons pas besoin d'université tant que nous aurons nos livres pour apprendre ce que nous voulons apprendre du monde. » Donc ça, c'est vrai que c'est un message d'espoir. C'est pas parce que vous n'avez pas accédé aux bancs de l'université que pour autant la réussite n'est pas possible. Voilà, exactement. Exact. Et j'avais juste une petite question subsidiaire aussi sur ces quatre personnages et le fait qu'ils se rencontrent à Cave 72, qu'ils dialoguent, ils refont le monde. C'est de là que part toute l'intrigue. Et est-ce que ça résonne un petit peu aussi avec vos activités à côté, avec votre cercle littéraire, Les Têtes Brûlées? Enfin, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement. Bon, mais il y a quand même un écho, d'autant plus que je peux dire que ce livre a été construit en grande partie grâce, disons, par ce que j'ai pu observer en compagnie justement de mes amis, donc de ce cercle littéraire-là, qu'on appelle Les Têtes Brûlées. Parce qu'avec eux, justement, nous passions, et nous passons toujours, nous passerons encore notre temps à refaire le monde autour d'une bière et autour des conversations philosophiques, littéraires, et voilà, donc, et quelquefois même banales, tout simplement. Et en même temps aussi, il me fallait réussir à placer une part de réalisme quand même dans le roman. Et cette part de réalisme, j'ai pu la placer grâce à ces personnages. Grâce à ces personnages. Et ça m'a pris beaucoup de temps quand même pour construire leur psychologie, pour faire de sorte que, en tout cas pour travailler sur leur relation, parce que la relation qu'a Ferdinand n'est pas la, bon, Ferdinand et Verdas n'est pas la même que celle qu'a Verdas et Didi, et ainsi de suite. Donc pourtant, ils sont tous singuliers en fait.
Ils ont tous des points communs, ils ont à la fois des points communs, ils sont aussi singuliers, chacun à sa manière, mais en même temps, les relations ne sont pas les mêmes. Et je pense que même dans nos cercles, dans nos communautés, on a beau s'aimer tous, mais quelquefois on se sent plus intime envers l'un qu'envers l'autre, en fait. Donc cette part de réalisme-là, je voulais vraiment l'intégrer dans le roman, de façon à ce que les gens se reconnaissent. C'est vraiment dans le souci de faire de sorte que les lecteurs se reconnaissent. Et aussi parce que le détail, en fait, le détail accouche du sens et le sens accouche du beau. Et donc, en m'attellant vraiment sur ces détails-là, je voulais accoucher du beau. D'accord. Est-ce que juste parce que il me semble que vous abordez des thèmes de manière aussi au sein de votre cercle littéraire, quand vous discutez entre vous, vous philosophez, vous abordez des thèmes et que vous tournez aussi en dérision en fait. Donc c'est un peu... Bon, pas totalement tourné en dérision, oui, c'est vrai quelquefois, mais en fait, ce qu'on veut... Vous abordez d'un point de vue plutôt relativisant également. Oui, exact. En fait, ce qu'on veut, c'est d'une certaine manière démystifier la réflexion. Parce que tous, en fait, quand on n'est pas avec le mot penseur ou philosophe écrit sur le front. Si on réussit à accepter les pensées d'Aristote ou je ne sais de quel autre philosophe, si on réussit à lui donner du crédit, c'est parce qu'on a bien voulu lui donner du crédit. Donner du crédit à ses propos. Mais pourquoi est-ce que ma grand-mère, ou plutôt pourquoi est-ce que la sagesse de ma grand-mère serait moins légitime que celle d'Aristote? Je peux prendre aussi ma grand-mère comme sage et puis citer tout le temps ce qu'elle me dit. Elle en a le droit. C'est sa pensée, c'est sa vision du monde. Et pourquoi est-ce que si un jour je disais, bon, comme disait ma grand-mère, on ne m'accorderait aucun crédit? Pourquoi? Et donc, justement, quand on aborde ces sujets-là, c'est pour démystifier un peu la réflexion, c'est pour désacraliser aussi d'une certaine manière la vision que certaines personnes font des personnes intelligentes. Parce qu'à un moment, être intelligent devient une insulte. Donc la norme serait de ne pas penser, en fait, de se soustraire à toute forme de pensée. Alors que c'est faux. Tous, on a le droit de penser. Je peux prendre, pour exemple, la fille, je ne sais pas si... Bon, je vais prendre, pour exemple, la fille de Laurentinus. Voilà, de Camille, il n'y a pas longtemps, a posé une question énigmatique et philosophique, en fait, à son père. Elle dit à son père, pourquoi est-ce que... elle dit ces derniers temps, quand je formule des vœux, voilà, j'ai l'impression que ces vœux ne sont pas réalisés. Et son père lui demande, comment tu les formules? Déjà que tes vœux, tu ne peux pas les dire à haute voix. Et elle dit, mais le vœu, si je ne le dis pas à haute voix, comment est-ce qu'il saura qu'il doit se réaliser? Et ça, c'est une fille qui dit, elle a 5 ans, c'est ça? Voilà, elle a 5 ans. Donc, si c'était Aristote ou Socrate qui l'avait dit, waouh, mais ça c'est bien trouvé, c'est très fort. Et parce que c'est Camille, ça passe comme ça. Non, dans mon prochain roman, non, il faut vraiment le localiser. On l'appelle Camille-stote. Ah voilà. Et donc, les têtes brûlées, justement, abordent cette discussion-là, comme pour démystifier un peu ce cliché que les gens, des personnes qui semblent être intelligentes ou portées à la réflexion, à l'analyse, à la philosophie. Ils constitueraient une élite parce que eux sont capables de réflexion et à qui on accorderait forcément une légitimité académique, je dirais même, alors que nous sommes des humains, donc nous sommes capables de dire des conneries et de faire accepter ces conneries-là. Très bien. Léa, tu avais une autre question avant qu'on évoque... Je pense qu'on peut passer aux questions du public. On avait peut-être une juste dernière question sur les... à laquelle vous avez partiellement répondu déjà sur le prix littéraire quand même. Donc c'est la 2e édition du prix littéraire Voix d'Afrique avec un S. J'ai l'impression que c'est important d'insister sur le S parce qu'en fait ça s'adresse à tous les jeunes auteurs sur le continent africain, si j'ai bien compris. Exact. Voilà, et donc jeunes auteurs de moins de 30 ans. Donc c'est la 2e édition et donc vous êtes le lauréat de cette année et votre ouvrage vient tout juste d'être publié. Et
En fait, moi, j'avais envie de savoir, bon, si vous aviez déjà entamé la rédaction d'un roman, ça, vous venez de répondre à la question, mais qu'est-ce qui vous a soumis, en fait, à soumettre qu'est-ce qui vous a poussé à soumettre votre manuscrit, justement? Alors, ça c'est bien, ça c'est très bien. Très bien comme question. Parce que ça me donne l'occasion de vous raconter encore une anecdote. Je vais vous raconter On des aime histoires. les anecdotes. Allez. Alors, au commencement, je flémardais dans mon lit. Parce que oui, c'est bien une habitude. J'aime bien flémarder dans mon lit. Alors, en flémardant dans mon lit, j'ai pour habitude également de laisser la radio allumée. Et donc, je suis souvent penché sur la station RFI. Et là, en 2019, j'apprends l'annonce du prix. Et je dois préciser aussi qu'en 2019, je pensais déjà à écrire... Non, j'avais déjà entamé la rédaction de ce roman-là, en 2019. J'avais déjà entamé la rédaction de ce roman. Et donc, n'étant pas prêt, ça ne m'avait pas intéressé. Et aussi parce que les prix, les concours et tout ça, ça ne me parlait pas tellement. Je me disais que tout ça est un peu relatif quand même. Tu peux travailler, tu peux te donner à fond, et puis ne pas être récompensé. Et donc, pour moi, c'était très aléatoire quand même, ça ne garantissait rien. Donc, j'ai laissé passer cette année. Et ensuite, en 2020, je suis à 95% de la rédaction de ce roman. Et là, j'apprends encore, donc on est vraiment dans le contexte Covid, et je me disais que, en tout cas, nous, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une deuxième édition. Mais pourtant, toujours en flémardant dans mon lit, j'apprends l'annonce de la deuxième édition. Je me dis, ok. Et là, ça m'a motivé un tout petit peu. Je me suis dit, de toutes les manières, je n'ai rien à perdre. Alors, donc, je m'arrange à finir rapidement la rédaction de ce roman, parce que entre l'appel à texte et la date de clôture, il y avait à peine 2 mois. Il y avait à peine 2 mois. Donc, j'ai dû travailler pendant 2 mois. Mais quel était le rythme de travail? Et je crois que c'est là qu'on va aborder quand même un aspect. Et j'aurais bien voulu que vous m'interrogiez là-dessus, mais c'est pas grave. Vous aimez bien vous êtes quelqu'un qui aime bien prendre son temps et là, vous appréciez, c'est ça? Non seulement on m'a pressé, mais aussi parce qu'au début, je travaillais, donc j'avais un rythme de travail assez long, 4 heures de travail par jour. Ensuite, je suis passé à 8 heures de travail. De 8 heures, je suis passé finalement à 12 heures de travail par jour. C'était vraiment un travail acharné, mais en même temps pas si acharné que ça, parce que je prenais plaisir à le faire en fait. Je prenais plaisir à m'enfermer chez moi, à ne penser qu'à écrire, à ne penser qu'à mes personnages, à ne penser qu'à l'intrigue, à ne penser qu'au sens, à tout voir en fait, à tout passer, mais vraiment au peigne fin. Parce que généralement, quand je tente, il y a certaines œuvres, quand je les lis, je sens trouver quelques pointes d'incohérence. Et moi, je me dis, mais l'auteur aurait pu quand même corriger ça, c'est trop visible, quoi. Je me dis, mais ça, c'est gratuit. Et moi, je ne voulais pas, justement, que mon lecteur ait la même sensation. Parce que je respecte mes lecteurs, en fait. Je les respecte, et je fais confiance à mes lecteurs. Donc, du coup, il fallait vraiment travailler là-dessus, qu'il y ait une réelle cohérence, qu'il y ait un sens dans tout ça. Et ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et ça me procurait également beaucoup de plaisir. Et cette part de solitude là, parce que c'est vrai, quand j'écrivais, je ne réalisais pas tout de suite la part de solitude que ça impliquait. Mais c'est une solitude qui m'a fait frôler la dépression. Parce qu'à un moment, en m'enfermant tout le temps, j'étais totalement asocial. Et heureusement que j'avais des amis qui me sortaient de là de force, qui venaient me prendre à la maison, m'emmener dans un bar, me faisaient boire, s'arranger à ce que je sois ivre, parce que tout le monde sait que quand je suis totalement ivre, je prends souvent 2 jours à récupérer. Donc pour eux, ça me faisait 2 jours de repos et ils étaient contents, et ils étaient rassurés. Donc il y a eu cette démarche en fait et à un moment je me dis que j'ai peut-être eu tort. Peut-être que en vrai ces prix récompensent aussi le travail, l'application, la détermination, l'exigence qu'on a de soi, le plaisir qu'on veut donner, qu'on veut procurer aux autres. Peut-être que ces prix récompensent aussi tout ça. Donc
J'ai certainement eu tort, et heureusement que j'ai eu tort d'ailleurs. Et donc ça a été pour moi assez dur et assez plaisant quand même de travailler dans ce rythme-là. Et en gros, la morale de tout ça, c'est toujours bien d'avoir la radio allumée, même quand on Et de flemmarder dans le Et de flemmarder, voilà. Ok. Et vous avez des projets d'œuvres en cours ou pour le futur, comment ça se dessine? Alors actuellement, je travaille déjà sur une autre œuvre. Il y a un ami qui m'avait dit que les grands auteurs sont ceux qui ont déjà un livre en avance. Donc j'essaie de me comporter comme un grand auteur. Donc voilà, là je travaille déjà sur le prochain. Et le prochain va nécessiter encore un peu plus de travail parce que là, j'aurai besoin d'un gros travail de recherche puisque c'est un roman qui va se dérouler sur 2 pays et sur 2 périodes de l'histoire. Donc il y aura la période je peux dire, le XVIIe siècle, et puis il y aura le XXe siècle, donc il y aura 1600 et quelques, et puis il y aura également 97. Donc 97, c'est justement la période de la guerre civile au Congo. Et pourquoi 97? Et pourquoi justement cette période-là, 1600? Parce qu'en 1600, on en parlait encore du royaume Congo, Congo avec K. Et donc en 1600, il y avait le royaume Congo, et le royaume Congo réunissait une partie de l'Angola, une partie du Congo-Brazzaville, une partie de la RDC. Donc on va dire que tous ces espaces-là ne faisaient qu'un en fait. Et tous ces peuples ne faisaient qu'un. Et du coup, moi je me suis interrogé, et je m'interroge déjà un peu quand même dans ce bouquin sur la guerre. C'est vrai que là je me suis vraiment concentré sur, pas peut-être concentré, mais j'ai essayé de parler un peu des effets de la guerre, du traumatisme et de l'ambiance, de ce que ça constitue encore comme décor, comme ambiance, comme atmosphère au Congo. Mais dans le prochain roman, c'est surtout pour m'interroger sur l'implication de l'Angola dans la guerre civile de 97. Pourquoi est-ce qu'un peuple à qui on n'avait rien fait a décidé comme ça d'envoyer un détachement de son armée pour tuer une partie du peuple congolais? Pourquoi? Et donc, grâce à l'histoire, pas peut-être donner une réponse, mais essayer de donner des pistes de réponse. De remonter aux origines. D'essayer de remonter aux origines, et aussi, grâce à cette histoire, de faire résonner l'un de mes protagonistes, parce qu'il y aura donc un enfant, moi j'ai une enfant soldat, voilà, puisque généralement quand on parle d'enfant soldat, il n'y a que des garçons, et là par contre, il y aura une héroïne, donc une enfant soldat. Et d'un autre côté, il y aura une grand-mère. Parce que j'aurais vraiment besoin de cette image qu'incarne, de la sagesse qu'incarnent les personnes âgées chez nous. Donc, comme on dit, les personnes qui ont des cheveux blancs. Voilà. Donc, il y a ça, j'aurais vraiment besoin de ça, de ce cliché-là, de cette sagesse pour construire, et aussi de toute cette recherche historique et peut-être même psychologique aussi pour construire le prochain livre. D'accord, ok. Bon, ben, on a hâte de lire ça alors. J'espère que vous ne prenez pas trop votre temps. Non, mais c'est vrai. Ah, une autre question. Il faut qu'on en laisse un petit peu à la salle aussi. Bon, ah oui, quand même. Mais j'espère que cette question viendra quand même, j'espère. Sinon, on la posera. Voilà, sinon, je répondrai moi-même. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez deviné la question? Non, mais moi, je connais très bien cette attitude. En fait, ça me rappelle, lorsque j'étais tout petit, lorsque j'étais encore à l'école, quand le prof, après une certaine explication, posait la question à tout le monde. Vous avez compris? Celui qui n'a pas compris lève la main. Il n'y a personne qui lève la main. Bon, ok. Qui a compris? Donc en fait, vous n'étiez pas là. Non, mais je sais que dès qu'il y aura une première question, et tout de suite, ça va s'enchaîner. Ah. Bravo. Ah. Tout à l'heure, tu parlais de jeunesse sacrifiée. Rapidement, je crois. Et je me demandais, ça veut dire quoi, jeunesse sacrifiée rapidement?
Alors, l'expression, c'est surtout génération sacrifiée. Alors, génération sacrifiée, bon oui, dans cette génération, il y a quand même une jeunesse aussi, donc c'est pas totalement faux. Voilà, donc, par génération sacrifiée, en fait, c'est une expression qui veut tout simplement dire que le pays est, bon, permettez-moi cette approche assez vulgaire, le pays est totalement dans la merde, donc vous ne comptez même pas vous en sortir, et par contre, les autres peuvent encore avoir un espoir. C'est ça, en fait, jeunesse sacrifiée. Parce qu'il y a des gens qui pensent beaucoup plus à leur nombril qu'aux autres. Donc il n'y a aucune notion de partage. Pourtant, nous sommes dans un pays qui se proclame être socialiste. Mais pourtant, dans les faits, on a l'impression que c'est même pas une impression, on est vraiment dirigé par de véritables capitalistes, quoi. Donc vraiment des gens qui profitent des autres et qui s'arrangent à plonger le peuple dans une paupérisation parce que ça les arrange, en fait. Et quand je parle même de paupérisation, non seulement financière, mais aussi intellectuelle. Parce que si on s'arrange à faire de sorte que les Congolais puissent bénéficier d'un système pédagogique intéressant et important, bah, ils seront facilement portés à la réflexion, à l'analyse, donc à la pensée. Or, pour un dictateur ou pour son régime, un citoyen qui pense, ça, c'est pas encouragé. Ce n'est vraiment pas encouragé un citoyen qui pense. Voilà. Et c'est pourquoi je dis d'ailleurs que la révolution au Congo passera certainement par les bars, parce que au moins dans les bars, on se permet de penser. J'ai une question. Quelle est la question qui a été omise? Alors, j'ai passé combien de temps à écrire ce roman? Ah, voilà. Tu as répondu, tu as dit 3 ans, non? En fait, il a dit. Ouais, bon, je ne l'ai pas dit exactement, mais j'ai dit que j'ai commencé à écrire. Non, j'ai dit qu'en 2019, j'écrivais déjà le roman. Voilà. Et pourtant, j'ai commencé à l'écrire en 2018. D'accord. Ah. Entre le moment où vous avez envoyé votre manuscrit et le livre qui a été publié, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre l'éditeur qui a pris ce livre ou est-ce que ça a été publié vraiment tel quel, au point près Mais dans tous les cas, un manuscrit est toujours corrigé avant l'édition. Et pour tout éditeur qui se respecte, il ne fait pas la correction tout seul. Donc forcément, il collabore avec l'auteur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une correction. Et mon éditeur, j'ai collaboré avec, bon, c'est mon éditrice, j'ai collaboré avec mon éditrice, ou peut-être je dirais même que c'est mon éditrice qui a collaboré avec moi, puisque c'est moi qui avais le dernier mot. Donc on a quand même travaillé pour la correction de ce manuscrit. Et en même temps, c'était plaisant, c'était plaisant, parce que ça me faisait plaisir de savoir que, bon, là où moi je travaille pour quelque chose, quoi. Il n'y avait plus de doute, donc j'étais confiant, je pouvais passer 4 jours sans dormir à ne travailler que là-dessus. Peut-être même à frôler la mort, voilà. Je me disais, bah, si je meurs, ça va faire du buzz pour le roman. Non, mais... non, donc effectivement, il y a eu ce travail de correction. Et comme je l'ai dit, c'est obligatoire. Et la poésie Vous écrivez de la poésie, vous écrirez de la poésie, vous publierez de la poésie peut-être Publier, je l'espère. Déjà, on m'a fait comprendre également que c'est assez difficile quand même, ce n'est pas facile de publier de la poésie. Alors, ça me permet aussi de répondre à une question, quelle est la conception que moi j'ai de la poésie. Il y en a qui essaient de faire un distinguo entre le slam et la poésie. Pour moi, le slam, c'est de la poésie. Et du coup, me demander si j'écris de la poésie, oui, puisque j'écris du slam, donc j'écris de la poésie. D'ailleurs, il y a un peu de slam quand même dans ce roman-là. Et une fois, en retravaillant le roman, je me suis surpris à lire en fait des allitérations et je me suis dit ah tiens, il y avait ça aussi là-dedans. Voilà, donc oui, il y a la poésie fait énormément partie de moi en fait, c'est mon être, la poésie.
je vis la poésie, je suis la poésie, et même quand je m'enivre, mais c'est vraiment de façon poétique, quoi. Ah, ça, encore, la poésie, c'est tout un univers dans lequel je m'implique énormément. Et publier, bon, ça je ne sais pas. Bon, avant, je ne savais même pas que je publierais un roman, donc je laisse l'avenir répondre. Du coup, est-ce qu'on peut avoir un extrait d'un de tes textes Oui. C'est pas mal. Tu peux dire non, hein, mais on sera déçus. Non, mais je ne sais pas dire non à mes futurs lecteurs. Pour rappel, il y a un stand de la librairie. Vous pourrez retrouver Cap 72 de Fanatiki, l'édition Gisèle Lattès. Ok. Ne me demandez plus qui suis-je, car ça fait un moment que je doute de mon identité. Puisqu'il t'est défendu de te fier aux apparences, alors sur quelle base vais-je m'identifier? Je te pose la question pour qu'en toi la réponse se révèle et que ma vérité se mette à nu. Car j'étais celui que je ne suis plus, donc je ne suis pas celui que j'étais devenu. La solitude est ma compagne et la solidarité est ma meilleure amie. Je le confesse en espérant qu'en te disant avec qui je traîne, tu déduiras peut-être qui je suis, alors qui suis-je? La question gronde encore dans mon fort intérieur et aucune réponse ne la calme. Quand je pense être ce que disent les jugements des autres, dans ma tête, encore un doute me parle. Crise identitaire. Bon, la suite c'est demain soir. Je vous propose d'applaudir non seulement Fan, mais également Léa et Alix. Tant qu'on est là, je remercie une nouvelle fois tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Évidemment, Estelle de l'Auberge Savoyarde, Catherine, Léa, toute l'équipe de la librairie Tout un Monde, tous les bénévoles de Semer en Territoire, Vincent, Marie-Agnès, Martial également qui fait les images, merci. Et juste, je me permets de vous rappeler que maintenant, on va prendre un petit temps pour vous avez la possibilité de discuter de manière plus informelle directement avec Fan, de retrouver ici son livre, de demander une petite dédicace parce qu'on a mis une chaise pour que Fan puisse s'asseoir et signer du livre. Et que demain à la Cure, à partir de 18h30, vous attend la deuxième soirée de cette fin de semaine d'activité de Semer en Territoire, avec une rencontre avec Pierre Daréville, qui va nous parler de son roman L'Enlumineur, mais également un micro-concert de Fan avec Laurent Sinus. Coucou Laurent, merci. Et un DJ set funk de DJ Steve, parce que quand même, pour fêter tout ça, on va danser un peu. Donc bien sûr, on compte sur vous. Bon échange à venir, bon appétit, et à tous, très bonne soirée. Merci.